du package deal de la vie, c'est le vêtement, le travail, la nourriture et le toit. Tout reviendra à ça. Parce que, tant que l'homme ne sera pas dans un monde parallèle, il sera obligé d'exploiter, sur le plan matériel, les possibilités que lui ont données l'évolution antérieure pour qu'il puisse se reposer de la lutte. Parce que l'homme de demain, l'homme supramental, luttera pendant des années avec la forme en lui-même qui lui a été imposée par l'institutionnalisation, qui sera de plus en plus scrutée par l'intelligence qui entre en lui. Et après nombre d'années, cet homme devient faible. Il deviendra fatigué dans l'émotion, dans le mental inférieur. Dans le physique, il deviendra fatigué. Et lorsque l'homme est fatigué, il a besoin d'un toit, d'un vêtement, de la nourriture et de cette espèce sonnante dans la poche. Nous vivons d'une vaste impression collective. Nous vivons d'une vaste impression que nous sommes liés à la Terre. Que l'homme est lié à la Terre. Et effectivement, l'impression, elle est juste. Nous sommes liés à la Terre. Mais viendra le jour où certains hommes ne seront plus liés à la Terre. Et ce sont ces hommes qui comprendront le plus ce que je dis lorsque je parle de l'institutionnalisation des formes et de l'imposition de cette volonté extérieure à lui-même qui enlève en lui la puissance de sa volonté, qui diminue le wattage de sa propre lumière et qui diminue sa capacité d'être bien dans sa peau. Le phénomène de réciprocité, qui est le ciment de l'institutionnalisation. Le maître qui lie l'esclave à lui-même parce qu'il lui donne du travail et il lui donne la bouillotte à la fin de la journée. Le propriétaire qui a la puissance de la finance et qui alloue aux paysans de cultiver ses terres pour une pitance. L'industrialiste qui contrôle le financement de ses activités au profit d'une masse de travailleurs appauvris par une condition qui n'est pas encore stabilisée, l'Angleterre du 19e siècle. Le marketing, l'idéologie de masse du 20e siècle, qui instruit l'homme dans sa façon de penser pour qu'il y ait coordination sur le plan social, des grandes vues des monopoles, des grandes vues de ceux qui politisent la réalité et qui donnent à cette réalité une impuissance totale. L'homme ne peut pas vivre de ceci. Mais ceci faisait partie de l'institutionnalisation. Et demain, l'homme ne pourra plus vivre de l'institutionnalisation. Mais le bloc d'où il sera sorti ne sera pas, pour le moindre, affecté par sa défection, parce que sa défection ne sera pas sociale, ou antisociale, ou révolutionnaire. Elle sera totalement interne et le produit de son intelligence et l'épanouissement de son intelligence et la perfection de son intelligence et l'accroissement de cette perfection jusqu'à un point tel où l'homme pourra, avec grande habileté, grande agilité,
se servir des formes de l'institutionnalisation pour son profit personnel, mais jamais à l'encontre de l'homme, son frère. C'est ça de l'intelligence. Et n'oubliez pas, l'intelligence dont je parle, c'est un pouvoir. C'est le pouvoir dans l'homme. Et l'homme n'a aucun pouvoir sur elle. Aucun. L'homme n'a aucun pouvoir sur son intelligence. Parce qu'elle ne lui appartient pas. Elle fait partie de lui. Et lorsque l'homme semble avoir le pouvoir sur son intelligence, ou veut dicter qu'il a le pouvoir sur son intelligence, il s'apercevra demain qu'il n'a pas de pouvoir sur son intelligence. Parce que l'homme ne peut pas vivre dans l'intelligence avec l'orgueil. L'homme ne peut vivre dans l'intelligence que dans la conscience parfaite de sa relation éternelle avec elle, puisqu'elle ne lui appartient pas. Mais lorsqu'elle descend en lui, lorsqu'elle lui donne sa puissance, elle est tellement parfaite qu'il peut, avec grande facilité, se servir sur la table de l'institutionnalisation et prendre sur cette table les mets qui lui plaisent et non les mets qu'on lui impose. Le phénomène de réciprocité, le concept moral, vertueux de la réciprocité, c'est un concept d'aliénation. Et ceux qui ont osé auparavant parler contre la réciprocité n'ont pas été entendus. Ils n'ont pas nécessairement été détruits, mais ils n'ont pas été attendus. Stirner, 19e siècle, est un exemple parfait. Probablement un des seuls hommes au 19e siècle, un des seuls esprits philosophiques au 19e siècle. Et je ne parle pas d'esprit occulte. Parce que les esprits occultes, les esprits spirituels, les esprits philosophiques spirituels ont changé, ont transmuté le phénomène de réciprocité sociale pour le phénomène de réciprocité spirituelle. C'est la même merde. Que vous soyez lié au diable ou à Dieu, vous êtes liés pareil. L'homme ne doit pas être lié à rien. Alors, être esclave du diable ou être esclave de Dieu, c'est être esclave. Mais on aime mieux être esclave de Dieu que du diable. C'est normal. C'est plus confortable. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais je ne peux être d'accord avec l'homme que dans la mesure où il peut comprendre ce que je dis. Je ne me demande pas que l'homme comprenne tout ce que je dis. Demain, il comprendra par lui-même ce que je dis, parce que ce que je dis ne m'appartient pas. Ça appartient à tous les hommes. Et lorsqu'il comprendra ce que je dis ou ce que j'ai dit, à ce moment-là, il n'y aura plus de problème. Parce qu'il sera dans son intelligence. Et il aura mis le diable au rencard et Dieu aussi. Et ça fait mal mettre Dieu au rencard. Parce que Dieu aussi a été institutionnalisé. Il fait partie de l'institutionnalisation. Comme le diable. Vous n'avez qu'à aller dans les pays arabiques et vous verrez le pouvoir d'Allah.
Si Allah dit il faut te trancher la tête parce que tu as volé un pain, parce que le peuple crève puis tu n'as pas une scène, Allah dit il faut que tu te fasses trancher la tête. Ah, tu te mets la tête sur le bois puis tu te fais trancher la tête. C'est la volonté d'Allah. Mais qui c'est qui dit qu'Allah l'a? Peut-être qu'il l'a pas. Mais on pense qu'il l'a. Parce qu'on n'est pas dans notre intelligence. Je n'ai rien contre le principe de l'amour et ce qui découle de l'amour, la charité et toutes les vertus de l'homme. Ce n'est pas l'amour qui est le problème chez l'homme. C'est le fait qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Que l'amour a été institutionnalisé et qu'elle est devenue, ou qu'il est devenu, le mécanisme qui engendre dans l'humanité la réciprocité. Mais quand est-ce qu'on parle de centricité dans les chairs? Quand est-ce qu'on parle de centricité dans les chairs philosophiques, dans les chairs de l'Église? On ne parle jamais de centricité. Parce que la centricité, ce n'est pas réciproque. Qui oserait, dans une chaire, parler de centricité? Il serait banni des temples de ceux qui semblent savoir. Il serait banni des temples de ceux qui manipulent les idées, qui deviennent pour les masses une nourriture vide de vitamines. C'est l'histoire de l'homme. Et on lit de beaux textes. On lit Jean-Jacques Rousseau, on lit Victor Hugo, on lit de beaux textes, mais on ne comprend pas ce que l'on lit. Ou on lit les initiés et on ne comprend pas ce que l'on lit. Si on ne comprend pas les philosophes, vous vous imaginez qu'on est loin de comprendre les initiés. La seule sauvegarde de l'homme, c'est son intelligence. Et on ne sait même pas encore aujourd'hui ce que c'est que de l'intelligence parce qu'on la découvre avec le temps. On peut mesurer l'intellect, on peut mesurer la performance, mais on ne peut pas mesurer l'intelligence. C'est infini l'intelligence. Et autant l'homme aujourd'hui peut mesurer la performance et établir à 40 ans qu'il a un doctorat en médecine ou qu'il a un doctorat en psychologie, la performance qu'il mesure contient ses propres limites. Et il est forcé de vivre à l'intérieur de ses limites. Mais lorsque l'homme entre dans son intelligence, il n'y a plus de limites. Et c'est justement ce phénomène chez l'homme qui le rend supramental, qui le détache de l'homme et le rend surhomme, qui le détache éventuellement de la matière et le fait pénétrer dans les mondes parallèles, qui coupe en lui la nécessité de vivre des cordons ombilicaux de l'institutionnalisation. L'homme ne peut pas être réciproque psychologiquement. Il peut être réciproque vibratoirement. Un homme conscient qui rencontre un homme inconscient, par vibration, il sait que l'homme est inconscient et il juge par vibration son action ou sa réaction avec cet homme. C'est par l'intelligence qu'il situe son rapport avec cet homme, ce n'est pas par réciprocité psychologique. Parce que l'intelligence peut dicter à l'homme conscient que l'homme inconscient a une vie démunie des éléments essentiels pour en arriver à un équilibre psychologique suffisamment grand, stable, pour qu'il puisse être considéré comme un inconscient sage.
C'est l'intelligence vibratoire qui dicte à l'homme que le meurtrier a été influencé par des forces d'autres mondes parallèles. Et l'homme conscient peut très bien avoir une réciprocité vibratoire devant un meurtrier et renier la réciprocité vibratoire envers des êtres qui, normalement, devraient bénéficier de cette réciprocité. Les parents, les amis. L'intelligence est au-dessus de l'homme et elle dicte à l'homme son rapport avec l'homme de sorte que la réciprocité, elle est vibratoire, elle n'est plus psychologique. L'intelligence active l'homme à donner. L'intelligence active l'homme à aider. L'intelligence active l'homme à renforcer. Ce n'est plus de la réciprocité psychologique. Il ne le fait pas parce qu'il doit le faire psychologiquement, pour des raisons émotives, de culpabilité. Il le fait pour des raisons créatives, qui font partie de son intelligence et qui sont à l'intérieur de limites imposées par l'intelligence. Si l'intelligence dicte à l'homme de donner pendant 20 minutes, il donne pendant 20 minutes et il se retire. Parce qu'il ne vit pas de réciprocité psychologique. Mais s'il vit de réciprocité psychologique, son émotivité, ses idées lui feront donner pendant 2 heures et entre le 20 minutes et 2 heures, ce sera partie perdue parce qu'il se sera vidé. Il aura donné outre ce que l'autre avait de besoin. C'est pour ça que les hommes, de par leur réciprocité psychologique, affaiblissent la volonté de leurs frères. Ils affaiblissent l'intelligence de leurs frères. Et c'est pour ça que j'ai dit dernièrement dans des séminaires, l'homme un jour, lorsqu'il sera dans le supramental, et je le dis même si je dois heurter les rochers maternels, l'homme un jour, lorsqu'il sera dans le supramental, comprendra que l'homme ne peut pas, sur le plan matériel, donner d'amour à l'homme. Il ne peut lui donner que de l'intelligence et de la patience. Et l'intelligence et la patience, vécues ou expérimentées dans le rapport entre l'homme conscient et l'homme inconscient, devient pour l'homme conscient une forme d'amour parce que l'homme inconscient traduira de par ses émotions et de par son intellect cette intelligence et cette patience en un fruit que lui appellera l'amour et il vivra de cet amour. Mais c'est lui qui aura constitué, qui aura fait de l'amour avec de l'énergie et non l'homme conscient qui aura créé de l'amour pour le bénéfice de l'être inconscient. C'est une sage mesure du réel. Mais c'est une mesure qui n'est pas facile à comprendre parce que l'homme ne peut pas comprendre l'amour s'il n'est pas dans l'intelligence. Et il ne peut pas avoir d'intelligence s'il n'a pas de volonté. Les 3 principes dans l'homme sont unifiés parfaitement. Si nous disions aujourd'hui que demain, les êtres de la 5e race accuseront les êtres de la 6e d'un manque d'amour, nous l'affirmons. Nous l'affirmons d'une façon absolue. Et c'est normal. Ce sera normal. Parce que le pauvre s'attend toujours à une dispensation du riche. Et le pauvre ne comprend jamais les intentions du riche. Parce qu'il comprenait, s'il savait
les intentions du riche, il serait riche. Il ne souffrirait pas d'amour. Et les êtres qui souffriront le plus d'amour, ce sont ceux qui sont le plus près de nous. Ce sont nos amis. Ce sont nos alliances fraternelles, paternelles, maternelles, nos alliances raciales. Et la désinstitutionnalisation de l'amour dans la conscience supramentale de l'homme de la sixième race est un des premiers pas vers le développement de l'intelligence. Un des premiers pas. Parce que l'homme supramental doit renier ce qu'il était pour devenir ce qu'il doit devenir. Il n'a pas de choix. L'enfant, pour qu'il vienne au monde, il faut qu'il soit divisé de sa mère. Et l'on ne réalise pas jusqu'à quel point l'amour a été institutionnalisé. Le patriotisme, c'est l'amour de la nation. Le nationalisme, c'est l'amour politique de la nation. Le devoir industriel, c'est l'amour psychologique de la fabrique. Mais ces entités ont été créées par l'homme dans son inconscience pour sa progression sociale. Mais l'homme qui vit d'une autre intelligence, l'homme qui vit de l'intelligence qui ne lui appartient pas, que voulez-vous qu'il foutre de l'amour patriotique ou nationaliste ou industriel? Lui, individuellement, en tant qu'individu, que voulez-vous qu'il fasse de cet amour? Rien. Parce qu'il n'en a plus de besoin. Et ce n'est pas parce que l'homme n'a plus l'amour patriotique ou l'amour nationaliste ou l'amour industriel ou de son industrie qu'il ne peut pas être Canadien ou Québécois ou travailler dans une firme. Tout se passe dans sa tête. Mais c'est l'intelligence qui doit dicter à l'homme son rapport avec la société, et non la société qui doit dicter à l'homme, son rapport avec elle. Autrement dit, l'homme supramental qui se désinstitutionnalise doit vivre la grande solitude. Il la vivra. Il la vivra. Parce que les lois de l'esprit supérieur dans l'homme sont les lois de la lumière. Et la lumière peut se présenter dans le ténèbre, mais le ténèbre doit se reculer devant elle. Mais elle n'est jamais éteinte par lui. Alors, l'homme qui est supramental, l'homme qui est dans cette lumière, dans cette intelligence, peut très bien vivre dans le ténèbre de l'institutionnalisation sans être éteint par elle.
Mais nos impulsions originales, nos impulsions premières, lorsque nous découvrons quelque chose qui est réel, ont toujours tendance à créer en nous une réaction spirituelle. Et quand je dis une réaction spirituelle, je dis une réaction psychologique. Qui convient ou qui ne convient pas à la forme institutionnalisée. Parce que, qu'est-ce que c'est dans le fond de la spiritualité? Qu'est-ce que c'est dans le fond de la spiritualité? Ce n'est pas une philosophie. De la spiritualité, c'est un sentiment d'insécurité. Et le sentiment d'insécurité qui dénote le spirituel provient justement du fait que l'homme a été institutionnalisé. Parce que si l'homme n'avait pas été institutionnalisé, il n'aurait pas eu besoin de la forme spirituelle, n'aurait pas vécu l'appauvrissement de son intelligence et de sa volonté. Et aujourd'hui, au lieu de vivre dans trois mondes, le matériel, le spirituel et la pensée pure, il ne vivrait que dans la pensée pure et le matériel. Mais ça en fut trop pour lui. Ça en aurait été trop pour lui de passer du matériel à la pensée pure. Parce qu'il avait encore de l'émotion contrôlée, dictée par ses pensées, autrement dit par les formes. Et lorsqu'il tend, lorsqu'il va vers le supramental, lorsqu'il sort de la programmation de la forme, effectivement, il sent un remue-ménage en lui qui est le vidangeage de son émotion spirituelle et l'affermissement, encore imparfaitement compris, entre la conscience ou l'intelligence pure et le matériel. Et il n'est pas habitué à ceci. Il n'est pas habitué à cette vie nouvelle. Il n'est pas habitué à se promener confortablement dans une Chevrolet parce que son sentiment spirituel préférerait, pour le bénéfice de la programmation spirituelle, qu'il dû se promener sur une bicyclette CCM. Bande de crises de cave. Et tous les hommes sont caves. Parce que tous les hommes ne sont pas dans leur intelligence. L'homme ne peut pas vivre des jugements portés par le tribunal social sur la convention des formes. L'homme doit vivre de son intelligence pure et simple. Simple. Mais ça prend beaucoup de force intérieure, c'est-à-dire que ça prend beaucoup de remue-ménage pour libérer dans l'homme les forces intérieures, pour le libérer de ses émotions et de ses pensées qui diminuent ses forces intérieures parce que ses émotions et ses pensées sont le matériel qui l'institutionnalise. Regardez dans le domaine de la psychologie le fameux concept du subconscient. On a institutionnalisé il y a quelques années le subconscient. Lorsque l'homme ne comprend pas quelque chose, il crée un symbole. Et il y croit. Il institutionnalise le symbole. Et imaginez-vous que lorsque ce symbole a été institutionnalisé, qu'il a passé par les étapes
naturel de l'évolution philosophique, qu'il a été accepté par les grands maîtres de la pensée et qu'il a été installé confortablement dans les départements universitaires, et qu'un jour, un type arrive avec un problème, on lui répond: ah, tu es malade dans le subconscient. Autrement dit, there's something wrong in your attic. Ton subconscient. Et pour éprouver sa teneur philosophique ou pour donner à sa santé psychologique le ferment dont elle a besoin, pour réaliser la probabilité de cette idiotie, on lui dit: regarde, tu rêves à un serpent, alors tu as des problèmes sexuels. Tu couches avec la femme d'un autre, tu as des tendances un peu nerveuses, sans dire perverses. Et le pauvre type qui n'a pas d'intelligence, qui ne peut vivre que de l'intelligence, qu'est-ce que c'est le mot? Institutionnalisé, est obligé de se soumettre à une autre intelligence institutionnalisée, mais très bien éduquée. Mais imaginez-vous que le même psychologue qui réalise que le subconscient, ça n'existe pas, qu'il le comprend dans son intelligence et qui ose dire à un autre psychologue que le subconscient, ça n'existe pas, on le met au rencard. Il doit commencer déjà à combattre. Il doit commencer à être accusé de vouloir former une autre école. Ainsi de suite. Mais si on avait dit à l'homme: écoute, bonhomme, tu penses que tu penses, puis je te dis que c'est pas toi qui penses. Puis quand tu réaliseras que c'est pas toi qui penses, tu pourras éventuellement communiquer avec des niveaux ou des mondes d'intelligence universelle qui t'expliqueront comment tu fonctionnes. Et à ce moment-là, tu comprendras que lorsque tu rêves au serpent, ce n'est pas à la sexualité que ça fait référence, mais à la nécessité d'avoir une plus grande intelligence de toi-même. On a été écœuramment pervertis par l'institutionnalisation des forts. C'est pour ça que aujourd'hui, maintenant que l'intelligence commence à frotter ses coudes avec l'éducation commence à s'inquiéter de sa pauvreté. Parce que l'éducation ne peut pas prêcher à l'intelligence. Elle ne peut pas dicter à l'intelligence. Et lorsqu'elle entre en conflit avec l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence qui disparaît, c'est l'éducation. Lorsque je dis que tous les mots qui sont dans l'esprit de l'homme sont une perversion de son intelligence, je dis beaucoup de choses. Je dis tout.
Mais avec le temps, au fur et à mesure que l'homme sort de l'institutionnalisation, il s'aperçoit effectivement qu'il y a en lui de l'intelligence et que cette intelligence est réelle, que cette intelligence est inéluctable, qu'elle n'est pas transformable, qu'elle devient de plus en plus précise et qu'elle devient éventuellement son seul recours, son seul support, parce que c'est elle qui éclaire sa vie sur le plan matériel et sur le plan interne. Si je parle de l'institutionnalisation de l'homme, c'est bien dans le but d'empêcher l'homme de renier l'importance de cette institutionnalisation, mais de l'aider à voir le rapport précis qu'il doit avoir avec elle, lui étant libre dans son esprit et confortable dans la forme. Je n'ai rien contre la forme, tout est forme. Les formes existent sur tous les plans de tous les mondes. Mais lorsque nous connaissons la loi de la forme, nous sommes libres de ses pièges. L'oiseau qui vient, qui voltige vers un miroir, qui ne connaît pas l'illusion de la forme, va se fracasser contre son image. Mais l'homme, lui, se regarde dedans avec plaisir. La même forme, mais l'intelligence différente. Et il en est de même pour l'homme de la 5e race versus l'homme de la 6e. Toujours la même forme, la même automobile, la même nourriture, le même vêtement, la même table, la même maison, le même paysage, mais l'intelligence différente de la forme. Et c'est ceci que j'appelle l'application de l'intelligence de la vie dans la vie de la forme pour le bénéfice de l'homme tant qu'il est sur le plan matériel et que les conditions de son existence n'ont pas changé. Et lorsque les conditions de son existence changeront, lorsque l'homme entrera à cause du changement vibratoire de ses corps dans un plan parallèle, il y aura d'autres formes. Mais il en sera libre. Parce que la forme est aussi éternelle que le temps. Aujourd'hui, peut-être que vous ne saisissez pas encore la puissance de votre intelligence. Et quand je dis la puissance de votre intelligence, je dis la puissance de la vibration. Mais demain, elle vous percera les côtes. Demain, elle pétrira tout votre matériel humain, mental, émotif, vital et physique. Et lorsqu'elle pétrira ce matériel pour vous amener à la mutation, vous verrez que, effectivement, la programmation sociale sera très loin de votre esprit. Mais vous verrez aussi que vous aurez une plus grande facilité de vous servir de cette forme ou de ces formes pour votre bénéfice personnel.
votre bénéfice existentiel là, sans passer par toutes les démarches rétroactives de la culpabilité et de l'insécurité psychologique et de l'insécurité spirituelle qui affaiblissent votre volonté et diminuent votre intelligence et vous empêchent d'être vous-même. Mais les choses de l'intelligence, les choses de l'esprit ne se font pas dans l'instantané, elles se font avec le temps. Et c'est avec le temps que vous comprendrez ce que je vous dis. Et quand je dis que vous comprendrez ce que je vous dis, ce n'est pas que vous comprendrez ce que vous comprenez aujourd'hui. Parce que ce que vous comprenez aujourd'hui sera défait demain. Lorsque vous me dites « je comprends », je sais que vous ne comprenez pas. Ce que vous comprenez, c'est l'aspect transitoire de ce que vous comprendrez demain. Parce que l'intelligence, ça se perfectionne. L'intelligence, ce n'est jamais stable, c'est toujours dynamique. Et ce que vous comprenez aujourd'hui, demain sera révolu. Parce que demain, le linge de l'intelligence qui nettoie la surface de votre métal pourra enlever d'autres souillures dans votre entendement d'aujourd'hui que vous ne percevez même pas. C'est pour ça que je vous parle toujours de demain. Et c'est pour ça que je dis que plus on avance dans le supramental, plus on s'éloigne de l'ancien soi-même pour découvrir un autre soi-même. Et ce soi-même est infini, éternel et immortel. Alors, si vous pensez aujourd'hui que vous comprenez, mettez-vous le chapeau sur les yeux, parce que vous comprendrez demain qu'aujourd'hui, vous ne compreniez qu'un peu. Et que ce que vous compreniez aujourd'hui n'était qu'une étape pour vous permettre de prendre votre souffle. L'être se ravise et se ravise et se ravise, il se réavise constamment dans l'intelligence. Constamment. Et lorsqu'il croit comprendre, c'est l'aspect infortuné mais naturel de l'orgueil dans ses pensées qui lui donne l'impression de comprendre, parce qu'un homme qui comprend n'est même pas conscient qu'il comprend. Parce que il n'y a rien dans son esprit qui bouge. Rien qui bouge dans son esprit. Et s'il parle, il parle. Ce qui est dans son esprit qui ne bouge pas. Et ce qu'il parle devient mouvement. Et c'est ceci qu'on appelle la compréhension, qu'on appelle de la connaissance, c'est ceci qui devient du matériel pour celui avec lequel il parle, mais non pas pour lui-même, parce que l'homme qui est dans la conscience supramentale n'a rien à comprendre, puisque tout le travail a été fait qui devait détruire l'institutionnalisation des formes. Alors, c'est dans le vide qu'il est bien, et s'il doit parler, ce qu'il parle devient pour l'autre de la connaissance, qui aide à la compréhension, qui l'amène un jour au vide. Et c'est dans le vide qu'il sait. Mais ce n'est pas le même savoir que l'on pense acquérir lorsque on va vers la compréhension de soi-même. Alors, ne me dites pas que vous comprenez. Même si je sais que lorsque vous me dites que vous comprenez un peu. Parce que je sais que demain, vous comprendrez plus. Et ce que vous comprendrez demain sera effacé par ce que vous avez compris hier. C'est une loi de l'intelligence.
L'intelligence ne peut jamais dicter dans un temps quelconque la nature de la sagesse parce que l'intelligence est en dehors de la sagesse. L'intelligence ne peut jamais se qualifier devant elle-même parce qu'elle n'a pas de miroir. L'intelligence ne peut jamais se mesurer parce qu'elle ne sait pas d'où elle vient et d'où elle prend son origine et où elle va. C'est pour ça que l'homme est un point en évolution entre l'origine de tout et la fin de tout. Et l'origine de tout et la fin de tout, c'est l'intelligence. L'homme n'est que ce facteur, cette unité biologique intelligente, structurée pour recevoir cette vibration et permettre que cette origine et que cette fin passe en lui et explose en lui dans son passage, ce qui crée ce qu'on appelle la civilisation de l'homme. L'homme ne peut pas se permettre de se prendre au sérieux parce que lorsqu'il le fait,